La définition du retard de croissance va être très difficile. Je vais insister sur les difficultés de définition du retard de croissance et ce qui explique les difficultés de définition de ce retard de croissance. Donc, ce qui rend encore très difficile la mesure de la prévalence du retard de croissance intra-utérin. Mais dans mon exposé, j'insisterai beaucoup sur les facteurs étiologiques, surtout les facteurs qui sont plus retrouvés chez nous et dans notre contexte. La définition classique qui est admise par l'OMS, c'est un poids qui est inférieur au 10e percentile pour l'âge gestationnel sur les courbes de croissance intra-utérine. Deux problèmes qui expliquent nos limites dans nos pays. C'est la connaissance de l'âge exact de la grossesse. On l'avait dit tantôt, la plupart des femmes ne connaissent pas la date exacte de leur dernière règle. L'échographie précoce avant la 12e semaine de grossesse est très rarement pratiquée. Donc, ce qui est difficile, le diagnostic de l'âge gestationnel chez nos gestantes. L'autre difficulté, c'est l'utilisation des courbes de référence, qui ne sont pas toujours adaptées à nos populations. Nous avons tous fait des études sur l'anthropométrie néonatale, mais il y a beaucoup de limites qui sont liées vraiment à la détermination de l'état de la population que l'on recrute. Donc, je l'avais dit tout à l'heure, les DDR sont imprécises, l'échographie précoce très peu disponible, et nous avons également des critères cliniques que nous devons valider, que nous essayons de valider. Le docteur Modou vous a parlé des critères de Ballard, qu'on utilise beaucoup plus, qui sont des critères neuromorphologiques qu'on a essayé de valider par une étude en comparant l'échographie précoce au score de Ballard. Donc, c'est en cours de publication, donc en correction, et ça nous permet de dire est-ce que licitement on peut utiliser ces scores, oui ou non. Donc, ça veut dire que la prévalence du retard de croissance, qu'on confond souvent avec l'hypertrophie, avec des nuances, est difficile du fait de ce que je vous ai dit tantôt. Et ce retard de croissance est classé par l'OMS dans les retards de croissance, dans les états de malnutrition. En réalité, il s'agit plus ou moins d'une malnutrition intra-utérine. Mais tous les retards de croissance ne relèvent pas d'une malnutrition intra-utérine. Parce qu'habituellement, ce sont des retards de croissance vasculaire ou bien les retards de croissance liés à une dénutrition maternelle qui sont beaucoup plus associés à une malnutrition intra-utérine. Les conséquences à court terme sont souvent connues, qui sont métaboliques, l'asphyxie, le décès, qui est lié à la morbidité néonatale, surtout quand elle est associée à la prématurité. Mais actuellement, les conséquences à long terme sont très étudiées. Depuis Barker, qui a pu montrer que le risque de syndrome métabolique ou bien de pathologie cardiovasculaire est associé à un retard de croissance intra-utérin. Bon, ici, c'était pour montrer un peu l'effet des états de malnutrition sur le devenir à court et long terme, sur la morbidité, les séquelles donc cognitifs et à long terme, à l'âge adulte, sur la présence de pathologies cardiovasculaires ou de syndrome métabolique, y compris le diabète de type 2. Donc, ici, c'était pour montrer un peu l'évolution. Je ne vais pas trop insister sur les explications, mais le rôle du rattrapage très rapide du poids est important. Donc, l'augmentation de la masse grasse est important à considérer dans la survenue d'une insulinorésistance, donc qui va expliquer la survenue d'un diabète souvent de type 2 chez les patients qui sont nés avec un retard de croissance intra-utérin. Et c'est un sujet très d'actualité. Je pense qu'il faut y penser. En faisant une prévention correcte du retard de croissance, en prenant en charge sur le plan nutritionnel correctement ces retards de croissance, on peut éviter la survenue de pathologies adultes à long terme. Donc, c'est très important. Donc, nous, les pédiatres et les obstétriciens, nous avons un rôle à jouer dans la prévention des pathologies sévères des adultes qui sont les causes de mortalité à l'âge adulte. L'état de malnutrition et le retard de croissance est beaucoup plus important dans nos pays. Ça, on le sait. Il n'y a plus rien à démontrer dessus. Le Sénégal se situe dans des taux de prévalence entre 20 et 30% en ce qui concerne la malnutrition. En ce qui concerne le retard de croissance intra-utérin, vous voyez que dans les pays en développement, la prévalence est de 10,81%. Alors que donc, la prévalence du faible poids est de 16%. Le retard de croissance fait partie du faible poids de naissance et la prématurité. Mais le retard de croissance, donc un âge gestationnel qui est fait par rapport à un poids qui est fait par rapport à l'âge gestationnel, donc a une prévalence de 10,85%. Et vous voyez que ces taux sont moins importants par rapport à ces pays, mais en Asie, les taux sont pratiquement superposables aux nôtres. Donc, si on prend globalement en Afrique, la prévalence est en moyenne de 8,89% de retard de croissance intra-utérin.
Dans les études hospitalières, nous avons des taux de prévalence qui souvent sont proches, mais avec des écarts quand même, dans quelques études. Au Togo, elle était de 11,7% en milieu hospitalier, dans des centres, en fait, dans des centres que ce soit des centres de santé et des hôpitaux régionaux. Sur 12 centres, la prévalence était de 11,7%. Une étude récente que nous avions faite ici, et qui a été publiée dans Médecine d'Afrique Monde, montrait une prévalence de 12,8% dans notre service à l'hôpital Abass Ndao, avec un taux de retard de croissance harmonieux qui était de pratiquement 50%. La létalité parmi ces retards de croissance était de 7,7%. Dans une étude qui a été faite au Malawi, ces taux de retard de croissance sont très élevés, ils étaient de 20%. Donc c'était pour citer quelques études. Qu'en est-il du dépistage du retard de croissance au cours de la grossesse? Je pense qu'on a montré un peu les difficultés qu'on a à avoir un accès à l'échographie ou bien à certains moyens pour faire un dépistage correct de la cassure de la courbe de croissance chez les enfants. Mais une étude en fait, qui a été publiée dans la bibliothèque de santé génétique de l'OMS montre que la mesure de la hauteur utérine permettrait de dépister le retard de croissance de façon plus ou moins correcte dans nos pays, puisque l'échographie n'est pas toujours disponible et il est souvent opérateur dépendant, il ne faut pas l'oublier. Même si on a un appareil d'écho qui est disponible, souvent ça dépend de l'expérience de l'échographiste. Donc je ne vous ferai pas l'affront, je vais vous rappeler comment on fait la mesure de la hauteur utérine. Et il y a des formules qui permettent un peu de donner l'âge gestationnel à partir de la hauteur utérine, d'extrapoler l'âge gestationnel à partir de la hauteur utérine. Et il y a des courbes qui permettent d'extrapoler donc la hauteur utérine en fonction de l'âge gestationnel. Ici, ce sont des études qui ont montré un peu l'intérêt, la sensibilité, la spécificité, la valeur prédictive positive et négative de la mesure de la hauteur utérine pour la détermination de l'âge gestationnel. Et ces études montrent quand même qu'on peut l'utiliser de façon correcte, même si ce n'est pas le gold standard. Ici, c'est une étude qui montrait la corrélation entre la mesure de la hauteur utérine au 10e percentile et la mesure de la circonférence abdominale à l'échographie au 25e percentile pour montrer qu'il y avait une superposition en termes d'efficacité par rapport à ces différentes méthodes de mesure. C'est pour dire que la hauteur utérine est un élément qui nous permet un peu de nous rapprocher de la détermination de l'âge gestationnel anténatal. En période néonatale, deux éléments nous permettent de faire le diagnostic d'un retard de croissance intra-utérine. C'est la prise du poids qui doit se faire dans les heures qui suivent la naissance avec une balance fonctionnelle. Là aussi, c'est un élément important. Dans nos pays, les balances ne sont pas seulement fonctionnelles. Il faut bien les tarer, il faut savoir peser les enfants déshabillés. Évaluation de l'âge gestationnel. Beaucoup de problèmes, on l'a dit, par rapport à ces éléments, mais nous utilisons beaucoup plus le score de Ballard dans nos services. Donc, on essaie un peu de vulgariser chez nos apprenants. Modou vous a montré cette fiche qu'on utilise, qu'on met dans tous les dossiers, celui d'examiner et de cocher, et ça permet d'avoir un peu une estimation à l'ère du nouveau score de Ballard, parce que l'ancien score ne prenait pas en compte la grande prématurité. Ici, c'est l'étude qu'on est en train de publier qui montre avec ce diagramme de Brand-Altman qu'il y avait une bonne corrélation, une bonne, comment on l'appelle encore, une bonne superposition entre l'échographie précoce et la mesure de l'âge gestationnel à partir du score de Ballard sur une série de 99 couples mères nouveau-nés. Là, c'était la mesure de l'âge gestationnel à partir de la date des dernières règles et le score de Ballard pour montrer que l'échographie précoce était beaucoup plus liée, en fait, beaucoup plus superposable avec le score de Ballard que la date des dernières règles. L'autre élément, c'est la classification. On le fait, j'y passe rapidement, parce qu'on distingue les retards de croissance dits symétriques ou harmonieux et les retards de croissance dits asymétriques ou disharmonieux. Ce, à partir du calcul de l'index pondéral. L'index pondéral, c'est le poids en grammes sur la taille à la puissance 3, la taille en centimètres, que multiplie 100. Ça permet de voir si l'indice pondéral est normal, que c'est un retard de croissance harmonieux. Et si l'indice pondéral est abaissé, c'est un retard de croissance disharmonieux. Habituellement, de façon pédagogique, didactique, le retard de croissance harmonieux est un retard de croissance dont la cause est très précoce au cours de la grossesse. Et donc, ça altère tous les paramètres. Le retard de croissance disharmonieux, c'est souvent le retard de croissance lié à des problèmes nutritionnels ou vasculaires. Vasculaire, il y a souvent un Doppler perturbé, ombilical. Non vasculaire ou nutritionnel, le Doppler souvent est normal. Ce sont les états de malnutrition maternelle
avec des mères qui ont un index de masse corporelle qui est très abaissé. En ce qui concerne les étiologies, elles sont multiples. Je vais aller rapidement, mais je vais insister sur les étiologies qui sont les plus fréquentes chez nous. Donc, génétique, maternelle, vasculaire, infectieuse, hématologique, etc. Il y a des causes idiopathiques qui sont représentées aux alentours de 30 pratiquement %. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas maîtrisé en termes d'étiologie des retards de croissance intra-utérine. Est-ce que c'est le stress? Aujourd'hui, le stress est très étudié. On sait que le stress également est associé à la consommation de certaines substances qui peuvent entraîner un retard de croissance. Le stress, il est important parce que ça libère beaucoup de corticoïdes qui dépassent les capacités de barrière du placenta. Et quand le cortisol passe le placenta, ça réduit la croissance. Le stress entraîne également la sécrétion d'hormones de stress telles que l'adrénaline qui entraîne une vasoconstriction au niveau des vaisseaux utérins. Ça entraîne un défaut de perfusion utéroplacentaire. Vous voyez que le stress, il a une part importante dans ces retards de croissance. D'où la nécessité vraiment de mettre la femme enceinte dans un environnement qui lui permette vraiment d'être serein et de ne pas subir ces effets du stress. Les embryophotopathie, les causes infectieuses sont fréquentes. Je n'insiste pas sur les embryophotopathie. On n'a pas souvent les moyens de les dépister. Mais il faut y penser. C'est le torche, c'est classique. Donc, il faut une démarche diagnostique, l'anamnèse, l'analyse sérologique, l'échographie. Mais surtout les infections parasitaires, telles que le paludisme, où on a montré que le paludisme est une des grandes causes de retard de croissance intra-utérine. Je ne vais pas insister sur ça. Les chiffres sont parlants, vous pouvez les récupérer. Donc, le paludisme est une des grandes causes de retard de croissance par l'anoxie anémique, par le parasitisme placentaire, et tout ça, ça va entraîner un défaut de nutrition fœtale. Ici, on a montré la prévalence du faible poids de naissance qui est associé au paludisme dans certains pays d'Afrique. Et vous voyez que la prévalence varie entre 10 et 30 %. Donc, la part du paludisme dans le faible poids de naissance, parmi lesquels on cite le retard de croissance, est très important. Donc, ça veut dire qu'en prévenant le palud, par l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action et l'instauration d'un traitement préventif intermittent, on peut réduire la prévalence des faibles poids, y compris les retards de croissance intra-utérine. Là également, ce sont des études qui prouvent que le palud est responsable dans beaucoup de cas de retard de croissance. Donc, c'est autant d'études qui nous confortent dans notre dynamique de faire une prévalence correcte du paludisme autour de sa grossesse. Là, on le voit avec d'autres facteurs qui interviennent, donc il y a des facteurs confondants. Ici, on a pu montrer dans une étude qu'en réalité, quand il y a un paludisme, c'est encore un autre mécanisme, les médiateurs de la croissance, les IGF, sont abaissés. Donc, ça veut dire que le paludisme peut agir à travers les médiateurs de la croissance tissulaire. Donc, c'est cette étude qui le montre, donc, qui permet. La drépanocytose, Maudou l'a montré également. La drépanocytose, c'est une réalité de nos pays et c'est un facteur de retard de croissance. Non seulement par l'anémie, parce que c'est une anémie falciforme, il y a des hémolyses, mais également, il y a des obstructions des vaisseaux utérins par les hématies qui sont déformées. Donc, ils vont gêner la croissance intra-utérine, c'est connu. Et en dehors de ça, la mère qui a une drépanocytose homozygote est plus sujette à des infections à répétition que celle qui n'a pas de drépanocytose homozygote. Donc, c'est un facteur de croissance. Et ces drépanocytaires qui font des grossesses sont surveillés de façon beaucoup plus. Il y a eu des études qui ont été faites au Bénin par l'autre Raimi. Et ici, à Dakar, il y a eu des études qui ont été faites sur grossesse et drépanocytose qui montrent le risque de décès et de retard de croissance. L'anémie maternelle, ce ne sont pas toutes les anémies qui donnent un retard de croissance, parce qu'il faut atteindre un certain seuil d'hémoglobine pour avoir un retard de croissance intra-utérine. Et beaucoup d'études ont montré que c'est à partir en dessous de 80 grammes par décilitre, 80-90, qu'on a un risque de retard de croissance intra-utérine. Parce qu'au-dessus, le fœtus a des capacités d'adaptation. Mais là, quand ça baisse trop, le risque est beaucoup plus important. Et vous voyez ici, entre 9 et 10, on a moins de problèmes parce que la différence n'est pas significative. Et ici, entre 10 et 11, là également, on n'a pas de risque. Et le risque est beaucoup plus important en dessous de 8 grammes par décilitre. Que ce soit l'anémie d'origine palus, chronique, des hémolyses chroniques, ou bien la carence martiale qui est plus fréquente dans nos régions et chez les femmes enceintes. C'est pourquoi on fait la prévention de la carence martiale. L'intervalle entre les grossesses, le docteur Maudou Kangay en a parlé. Il est important aujourd'hui pour les pédiatres de participer au repositionnement de la planification familiale. Parce que si on élargit le délai entre les grossesses, mais pas trop élargir, parce que des études ont montré qu'au-delà de 59 mois, on a un risque encore. Mais il faut quand même qu'au minimum que ce soit 2 ans, 24 mois, et jusqu'au maximum 59 mois. Donc, il faudrait qu'on se batte aux côtés des obstétriciens au repositionnement de la planification familiale pour éviter les effets
de cet intervalle court entre les grossesses sur le risque de faible poids et de prématurité. Vous voyez que la prévalence augmente beaucoup plus quand les délais sont très courts, moins de 24 mois, et ça commence à réaugmenter à partir de 69 mois. Donc, battez-vous pour la planification familiale. Là également, ce sont des études qui confirment cela, donc qui sont randomisées. Le stress maternel, on en a parlé, je ne vais pas insister, mais il faut l'avoir à l'esprit. Le stress maternel augmente la sécrétion d'hormones de stress. L'hormone de stress, c'est le cortisol, c'est l'adrénaline. Le cortisol, quand il y en a trop, ça dépasse les capacités du placenta. Au niveau du placenta, il y a une enzyme qu'on appelle la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase 2 qui permet de diminuer, d'inactiver le cortisol. C'est pourquoi vous voyez que les corticoïdes qui ne sont pas des dérivés fluorés ne passent pas le placenta. Mais quand il y en a trop, les capacités de cette enzyme sont dépassées. Et quand les corticoïdes passent chez le fœtus, ça réduit la croissance. On connaît les effets des corticoïdes sur la croissance. L'adrénaline, on en a parlé également. Donc, le stress maternel, corticoïdes élevés, et le stress nutritionnel. Une femme malnutrie, non seulement il n'y aura pas d'apport suffisant au fœtus, mais c'est un stress nutritionnel qui va induire la sécrétion également d'hormones de stress. Donc par le biais de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ou bien par le biais du système neurovégétatif à travers l'adrénaline. Donc c'est pratiquement l'avant-dernière diapo. La prise en charge, je pense que le professeur Dubos va en parler, mais je vais insister sur le dépistage et la prise en charge des complications sur lesquelles il va revenir. Dans les retards de croissance vasculaire, il ne faut pas oublier la polyglobulie. Autant on peut avoir des anémies, autant on peut avoir des polyglobulies. Quand il y a une hypoxie intra-utérine qui est chronique, l'enfant va sécréter beaucoup plus d'érythropoïétine et vous aurez tendance à avoir une polyglobulie plutôt qu'une anémie. La prévention, avant la conception, l'APF, la vaccination contre la rubéole, au cours de la grossesse, le traitement de l'anémie carentielle ou sa prévention, les pathologies de la grossesse, le TPI, lutter contre le stress, améliorer la nutrition. Je vous remercie de votre attention.